Perquisition dans les domiciles de Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une affaire de pot de vin à l'occasion d'un important marché militaire. Émotion aux obsèques des collégiens de Montigny-le-Bretonneux. Une foule de plusieurs milliers de personnes a assisté à la cérémonie. Le débat sur les 35 heures est ouvert à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les positions restent très éloignées entre majorité et opposition. Plusieurs défilés ont eu lieu aujourd'hui. Hillary Clinton, la première dame des États-Unis, vient au secours du président. Elle dénonce un complot politique. La Coupe du monde de football, un très beau spectacle en perspective, mais aussi une énorme entreprise qui va générer des profits considérables. Bref, une affaire en or pour les sponsors. C'est notre enquête de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. La justice s'est intéressée aujourd'hui à l'un des tout premiers personnages de l'État, gardien des institutions en tant que président du Conseil constitutionnel. Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, est actuellement en compagnie de deux juges d'instruction, Eva Joly, Laurence Wisniewski, dans le cadre d'une affaire de commission touchée à l'occasion d'un important marché d'armement signé fin 91 au profit de Taïwan. 45 millions, c'est la somme en question. Y a-t-il un lien entre cette commission et Roland Dumas? C'est ce que les juges veulent savoir et c'est pour cette raison qu'ils ont perquisitionné aujourd'hui le bureau et les deux domiciles de l'ancien ministre à Paris et dans un petit village de Gironde. Olivier Caroff, Christophe Hérault. L'image symbole d'une perquisition spectaculaire. Roland Dumas, encadré de Laurence Wisniewski et Eva Joly, les deux juges d'instruction qui enquêtent depuis plusieurs mois sur une affaire d'escroquerie où son nom est cité avec insistance. Tôt ce matin, accompagnées d'hommes de la brigade financière, elles ont d'abord perquisitionné les bureaux privés de Roland Dumas. Sous les yeux du président du Conseil constitutionnel, les enquêteurs emportent les premiers documents de cette perquisition qui ne prendra fin qu'à la nuit tombée. Vers 13 h, le trio se rend rue de Bièvre, au domicile de Roland Dumas. Dans les archives de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Eva Joly et Laurence Wisniewski s'intéresseraient en particulier au relevé de comptes en banque. La police se charge d'éloigner les curieux, elle s'occupe aussi d'amener des cartons supplémentaires pour emporter de nouveaux documents. Parallèlement, d'autres policiers perquisitionnent la résidence secondaire de Roland Dumas en Gironde. À Paris, les deux juges d'instruction vont rester près de 6 heures dans l'appartement de l'ancien ministre. À la sortie, elles prendront bien soin d'éviter toute apparition. Pas question de prêter le flanc aux éventuelles accusations de pratiquer une justice médiatique. Ce soir donc, les différentes perquisitions sont terminées. Au départ de l'affaire, il faut y venir, la vente donc de 6 frégates au régime de Taïwan, c'était à la fin de l'année 91, une amie de Roland Dumas qui aurait touché une commission confortable, une tentative d'escroquerie, la société Thomson, le pétrolier Elf qui aurait également pris part au marché. Bref, un écheveau très difficile à démêler. Michel Fine. Septembre 1990, le ministre des Affaires étrangères de Roland Dumas est l'invité de l'heure de vérité. Au milieu du public, une femme, Christine de Viégeancourt. À l'époque chargée de mission au Quai d'Orsay, cette amie très proche de Roland Dumas est aujourd'hui à l'origine de ses ennuis. Depuis 3 mois, Christine de Viégeancourt est en prison, mêlée à une sombre affaire d'escroquerie sur fond de contrat d'armes. 1991, Thomson vend 6 frégates militaires au gouvernement de Taïwan. Un marché énorme de 15 milliards de francs. La Chine ne voulait pas de ce contrat, le Quai d'Orsay non plus, pourtant ils ont signé. Cet homme, Alfred Sirven, éminence grise d'Elf-Aquitaine, l'affirme, c'est grâce à lui que la vente aurait été conclue. Sirven réclame son dû, 10% de la somme, 150 millions de francs. Thomson ne veut pas payer, écrit à l'escroquerie. Seulement voilà, Sirven aurait déjà versé une avance, 45 millions de francs. Destinataire des fonds, Christine de Viégeancourt. Aujourd'hui, les juges d'instruction se demandent quel rôle l'amie de Roland Dumas a pu jouer dans ce dossier. Aurait-elle monnayé l'intervention éventuelle du ministre des Affaires étrangères? Juridiquement, rien ne le prouve. Roland Dumas se défend. Vous avez porté plainte? Ah oui, 2 plaintes, plus une saisine du procureur de la République dans le cadre de sa compétence, une plainte pour diffamation et une plainte pour violation du secret d'instruction. Elles sont pour le moment en cours d'instruction, donc on ne peut pas en dire davantage. Et vous souhaitez être entendu par Eva Joly? C'est le détail.
Lorsqu'elle pourra entendre sur le fond Roland Dumas, Eva Joly aura peut-être quelques questions de détail à lui poser. Des questions par exemple sur cette information révélée aujourd'hui par le journal Le Monde. La police financière aurait observé sur le compte bancaire de Roland Dumas des mouvements de fonds importants. Des retraits et des versements effectués en 1991 et 1992, c'est-à-dire justement à l'époque de la signature du contrat des frégates de Taïwan. Ce matin ont eu lieu à Montigny-le-Bretonneux, dans la région parisienne, les obsèques des 9 collégiens et de leurs professeurs tués dans une avalanche vendredi dernier dans les Alpes. Plusieurs milliers de personnes ont assisté à cet adieu célébré par l'évêque de Versailles. Reportage Patrice Romden, Jacques Grégor. Gaël et Audrey, si bonnes élèves. Gaël, Audrey et leurs camarades qui du cœur de chacun ici ont fait leur tombeau. Aux portes du gymnase, ce parterre de fleurs traduit la compassion de 5000 personnes qui assistent aux obsèques avec un stoïcisme dont seule l'émotion et le froid polaire pourront avoir raison. 65 personnes victimes de malaise. Elles vous disent. Un chagrin presque palpable et dans la foule, le besoin parfois d'exprimer l'indicible. Cet homme a perdu sa fille l'an dernier. Parce que pour moi, l'appli n'est pas encore fermée, mais je dirais le seul mot, il faut qu'il s'accroche. La vie est belle, il faut continuer. Il y a une période où tout sera difficile, mais si on s'accroche, on apprend à revivre, à sourire, même si le combat est difficile à mener. Tenter d'oublier, c'est d'abord s'obliger au souvenir, ce à quoi s'emploiera le professeur de français de la classe en lisant des poèmes écrits par ses élèves rescapés de l'accident. Quand l'avalanche vous a pris par la hanche et que je n'ai rien vu, rien entendu, je n'ai pas pu vous protéger, même pas vous sauver. Bénir plutôt que maudire. Dans son homélie, l'évêque de Versailles met en garde contre un éventuel désir de vengeance, puis, dans un cérémonial qui emprunte autant à la piété qu'à l'affliction, la foule a communié, au propre comme au figuré. La monitrice de l'UCPA, disparue également vendredi dernier dans l'avalanche, a elle été enterrée aujourd'hui dans son village natal de Lantigné, dans le Rhône. La jeune femme était âgée de seulement 22 ans. Pas de nouveaux éléments dans l'enquête après l'incarcération du guide, responsable du groupe. Son employeur, l'UCPA, affirme que Daniel Forté, mis en cause, avait respecté les règles de la progression en montagne. Par ailleurs, dans le petit village d'Embrun, dans les Alpes, une cérémonie religieuse a également marqué cette journée de recueillement. Vincent de Guyenne, Vincent Bouffartic. Les gens de la montagne aussi voulaient rendre un dernier hommage aux 11 victimes emportées à jamais par l'avalanche. Ce matin à Embrun, une messe leur était dédiée. Une pensée pour les familles, une pensée aussi pour le guide de haute montagne qui a passé sa première nuit en prison, mis en examen pour homicide involontaire. Que la justice suive son cours, mais qu'on soit, disons, dans l'amour et dans l'amitié avec lui. Et avec ses enfants, sa femme. La femme du guide, exaspérée, a exprimé aujourd'hui son dégoût sur une radio locale. Jusqu'à présent, je ne voulais pas être filmée ou enregistrée, par respect pour les familles. Mais ma propre famille n'a pas été respectée. J'ai dû partir de ma maison, protéger mes enfants, car hier des journalistes étaient présents à l'école. Ils n'ont pas de figure et aucun respect d'autrui. Alors la sentence d'hier soir, je m'adresse à tous ces soi-disant journalistes. Vous l'avez sur la conscience. Vous en êtes responsable. Aux Ors, ses collègues s'étonnent de l'incarcération du guide mais n'ont pas envie d'évoquer l'affaire. Ils préfèrent parler de l'ami dont la vie a basculé. C'est quelqu'un qui donnait beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, qui travaillait bénévolement dans de nombreuses associations. C'était quelqu'un de simple, c'était quelqu'un de calme, c'était pas un tout fou, c'était un passionné de la montagne et passionné de pouvoir transmettre cette passion. Même s'il désire que les responsabilités soient établies et que justice soit faite, beaucoup ici ont le sentiment qu'on s'acharne sur un homme et rappellent que le groupe était encadré de 6 adultes. Le grand débat sur les 35 heures est ouvert. Dans son discours de présentation à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Emploi, Martine Aubry, a donné quelques nouvelles pistes de discussion possibles, comme l'établissement d'un SMIC à 2 vitesses, horaire et mensuel, insistant sur le fait que cette loi n'est pas un coup près, comme le CNPF et l'opposition la présentent. Jean-Baptiste Prédali, André Issora. Martine Aubry se sait très attendue sur les 35 heures.
Pour son projet de loi, on annonçait une bataille, un affrontement. C'est plutôt l'opposition classique gauche-droite. La majorité veut apparaître ressoudée, les communistes soutiennent et les Verts, d'habitude plus turbulents, se font cette fois les plus ardents supporters du projet. Nous pensons que c'est le projet de loi le plus important de la législature. Donc nous ferons tout pour qu'il parvienne à aboutissement, non seulement qu'il soit voté dans cette Assemblée, mais qu'en plus, pendant 18 mois, il y ait des vraies négociations entre les partenaires sociaux. La majorité fait donc bloc. En face, l'opposition dénonce avant tout la méthode. Nous considérons que la diminution autoritaire, automatique de la durée de travail ne créera pas d'emploi et mettra nos entreprises en difficulté. Je crois qu'on va véritablement vers des désillusions en termes de perte de salaire, en termes de perte d'emploi. Et donc on aura, j'espère, 2 ans pour rectifier ce tir malheureux de la part du gouvernement socialiste. Dans l'hémicycle, c'est plutôt l'apaisement, à quelques escarmouches près. Le ministre de l'Emploi répond par avance aux critiques sur le passage aux 35 heures en l'an 2000. Ce n'est pas un coup près, puisqu'il s'agit de la durée légale. Ce n'est pas un butoir, puisque le dispositif d'aide encourage ceux qui vont plus vite et plus loin. C'est encore moins un carcan, car le champ de la négociation est immense. Pour les 9 articles de la loi, 6 jours entiers de débat sont prévus. Malgré des amendements par milliers, Martine Aubry paraît confiante. Pour réduire la durée légale du travail, elle peut même prendre son temps. L'opposition politique, en déposant plusieurs centaines d'amendements, marque bien qu'elle entend batailler ferme contre les 35 heures. La position officielle du patronat, du CNPF, est très négative, mais sur le terrain, eh bien, les positions de certains patrons apparaissent parfois plus nuancées. Reportage Laurent Bailly, Bernie Mériot. Bonjour. Lucien Dédène, c'est un peu le patron à l'ancienne. Un demi-siècle dans le bâtiment, 70 salariés, l'homme est connu et respecté dans toute la région de Lille. Une génération, autant dire un fossé, le sépare de Thierry Descamps. Lui aussi est lillois, lui aussi dirige une entreprise de construction qui compte une trentaine de salariés. Les deux PDG sont au moins d'accord sur un point, les temps sont durs. Envolés, les glorieuses années 50, quand les chantiers affluaient, quand les tarifs flambaient, quand les charges sociales atteignaient à peine 5% du salaire d'un ouvrier, contre plus de 24% aujourd'hui. Alors, quand on lui parle des 35 heures, Lucien Dédène s'agace. Cette loi, dit-il, est inapplicable dans le BTP. Nous avons des ouvriers qui s'ils font 25 heures par semaine, compte tenu de 10 heures de route, parce qu'on les envoie à Valenciennes ou à Maubeuge, et il y a des heures de route et des heures de conduite, ce sont des heures travaillées, ils feront 25 heures sur le chantier, et alors je ne serai absolument pas compétitif dans le coin. Ou bien ils feront 35 heures sur le chantier, plus 10 heures de route, et je serai en infraction, et je paierai des heures supplémentaires à 50, à 25, à 50, et les repos compensateurs en plus. Je ne serai toujours pas compétitif. Le résultat, on va rentrer sur la région, et puis on sera bien obligé de débaucher, puisqu'on aura moins de travail. Thierry Descamps, qui inspecte ici son chantier du futur métro de Roubaix, n'est pas du tout sur la même ligne. Avec les primes de l'État pour chaque nouvelle embauche, et surtout, si les salariés acceptent l'annualisation du temps de travail, les 35 heures, dit-il, profiteront à tout le monde. Lorsqu'un salarié travaille 44 heures aujourd'hui, eh bien il dit, monsieur, il y a 5 heures supplémentaires au-delà de 39. Là donc il y a un surcoût. Dans un système d'annualisation du temps de travail, certaines semaines seront des semaines de 25 ou 30 heures, certaines semaines seront des semaines de 46 heures. Le compteur tourne dans un sens ou dans un autre et il n'y a pas de surcoût. L'entreprise fait un bénéfice de ce côté-là. Et elle pourra embaucher? L'entreprise peut embaucher dans ce cas-là. En tout cas, si les 35 heures sont adoptées, les deux PDG n'ont pas l'intention de baisser les salaires. Moi j'en me refuse, on va créer un très mauvais climat dans l'entreprise. On ne peut pas baisser les salaires, c'est pas possible. Les salaires sont déjà beaucoup trop bas dans cette entreprise comme en France partout à cause de charges trop élevées. Baisse ou maintien des salaires, annualisation ou non, c'est dans chaque entreprise que le rapport de force entre syndicats et patrons va maintenant avoir lieu. Avec pour tous cette question, combien d'emplois à la clé? Pour peser sur le débat des 35 heures, la CGT et le syndicat Sud Rail, principalement, avaient lancé un mot d'ordre de grève qui a perturbé la circulation des trains dans toute la France aujourd'hui. La situation devrait s'améliorer demain, mais le trafic ne sera pas complètement rétabli.
Pour peser encore sur ce débat des 35 heures, plusieurs défilés à l'appel de la CGT et du mouvement des chômeurs aujourd'hui à Toulouse, Nantes, Lyon, à Marseille sur ces images, entre 1500 et 3000 personnes. Et puis à Paris également, entre 4 et 10 000 personnes, selon que les chiffres émanent de la police où des organisateurs ont défilé avec pour thème donc les 35 heures, mais aussi l'augmentation des minima sociaux exigés par le mouvement des chômeurs. L'actualité internationale maintenant avec cette dernière image dans l'affaire Clinton, image de mai 96 qui montre tout de même une certaine intimité entre Monica Lewinsky et le président américain au cours d'une cérémonie. C'est la dernière trouvaille de la presse américaine aujourd'hui dans cette affaire. Pour autant, rien de déterminant n'est intervenu aujourd'hui dans l'affaire de faux témoignages sur ces fraudaines amoureuses qui menacent donc le président américain. La vedette du jour, ce n'est pas le président, mais sa femme, la première dame des États-Unis, Hillary Clinton, qui est montée au créneau pour défendre publiquement son mari et dénoncer le complot politique dont il serait victime. Washington, Maryse Burgot. Une femme bien décidée à défendre l'honneur de son mari. C'était ce matin à New York, Hillary Clinton combative dans les studios de la chaîne de télévision NBC, combative et réitérant sa confiance en son époux. Nous nous connaissons parfaitement l'un et l'autre. Nous nous comprenons, nous nous acceptons et nous nous aimons. Et je pense que tout cela est orchestré pour amplifier les accusations contre mon mari, car tout le reste a échoué. Quelques minutes plus tard, la première dame des États-Unis attaque Kenneth Starr, le procureur dit indépendant et chargé de l'enquête. Nous avons ici un procureur indépendant aux convictions politiques qui est l'allié des opposants de droite de mon mari, qui a véritablement passé 4 ans à vérifier nos coups de téléphone, les chèques que nous avons faits, à remuer la boue, à intimider des témoins, à faire tout son possible pour essayer de trouver une accusation contre mon mari. À Washington, pendant ce temps, la chambre de mise en accusation qui enquête sur l'affaire Paula Jones et donc l'affaire Lewinsky entame ses travaux. Plusieurs témoins, dont la secrétaire personnelle du président américain, sont entendus aujourd'hui. Les journalistes espéraient l'apparition de la jeune Monica Lewinsky, mais elle ne sera finalement pas convoquée aujourd'hui. Il leur faut donc se contenter aujourd'hui de cette trouvaille du très sérieux Washington Post, une petite annonce écrite par Monica à l'adresse du président. C'était l'an dernier pour la Saint-Valentin. Elle lui explique que les ailes légères de leur amour l'ont fait voler au-dessus de la Maison-Blanche. Le discours que doit prononcer le président ce soir ici devant le Congrès est un discours de politique intérieure. Il ne devrait faire aucune référence au scandale en cours. Cette allocution sera bien sûr diffusée en direct par toutes les grandes chaînes de télévision et nul doute que cette année l'audience sera record, mais pas tout à fait pour les raisons souhaitées par le président américain. Et plus l'affaire Monica Lewinsky s'éternise, plus elle a de conséquences sur l'activité du gouvernement américain et au-delà sur plusieurs grands dossiers internationaux. Le premier, par ordre de gravité, étant le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. Au point qu'en Israël, un publicitaire a eu l'idée de lancer une campagne en faveur du président américain afin qu'il puisse de nouveau se consacrer aux grands problèmes de ce monde. Jérusalem, Charles Anderlin. Traduction, on te soutient, ami. C'est ainsi qu'une société de publicité de Tel Aviv exprime son amitié envers le président des États-Unis. Notre public considère Clinton comme un ami en raison de ce qu'il fait en faveur d'Israël et du processus de paix. De fait, les Israéliens se souviennent des visites de Bill Clinton à Jérusalem, de son discours émouvant lors des obsèques d'Yitzhak Rabin, et il jouit ici d'une popularité inégalée. Aujourd'hui, le quotidien Yediot Aharonot publie une interview de William Ginsburg, l'avocat de Monica Lewinsky, celle par qui le scandale est arrivé. Ma cliente, dit-il, aime Israël et ne veut pas faire tomber Clinton. Mais les relations entre Benjamin Netanyahou et le locataire de la Maison-Blanche ne sont pas bonnes. Le président américain est en faveur de concessions territoriales israéliennes aux Palestiniens et la droite ne serait pas contre son départ. Clinton devrait faire plus attention à ce que dit M. Bibi Netanyahou. Clinton est bon pour les Juifs, il n'est pas bon pour Israël. Il ne peut pas se faire réélire, donc il peut faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, c'est facile d'être bon quand on donne tout.
Réaction des Palestiniens, il n'y a pas de doute, le scandale Lewinsky, disent-ils, est un complot du lobby juif aux États-Unis pour empêcher Clinton de faire pression sur Netanyahou. La relance du processus de paix paraît plus lointaine que jamais. Yasser Arafat, qui est rentré aujourd'hui à Gaza, devra prendre des décisions dans les tout prochains jours. Du nouveau dans l'enquête sur le meurtre en Irlande en décembre 1996 de Sophie Toscan-Duplantier, la femme du producteur de cinéma français. Un journaliste habitant une maison voisine, soupçonné à plusieurs reprises, a été de nouveau arrêté par la police. Londres, Étienne Lénart. Les journaux du soir dans la région de Cork ont tout juste eu le temps de mettre l'information à la une. Eoin Bailey, le suspect numéro 1 de l'affaire Toscan-Duplantier, a une nouvelle fois été interpellé ce matin. Depuis, il est interrogé ici par les enquêteurs qui restent silencieux sur leurs intentions. Son avocat, sorti du commissariat en milieu d'après-midi, s'est lui aussi refusé à tout commentaire. Journaliste à 16 heures, voisin de Sophie Toscan-Duplantier, Eoin Bailey avait déjà été arrêté il y a un an puis relâché faute de preuves. Il s'est toujours déclaré innocent. Je n'ai strictement rien à voir avec ce meurtre, je suis totalement innocent. Depuis un an, les enquêteurs irlandais estiment avoir suivi toutes les pistes possibles, de l'arrivée de Sophie Toscan-Duplantier à l'aéroport de Cork pour les fêtes de Noël, jusqu'aux centaines de personnes interrogées dans les villages qui entourent sa maison perdue sur la lande. La police irlandaise, mise en cause par certains pour sa lenteur et son indécision. Mais la famille de Sophie Toscan-Duplantier, qui était venue il y a un mois en Irlande pour une messe anniversaire, avait renouvelé sa confiance aux enquêteurs. La police irlandaise fait un très bon travail, j'ai tout à fait confiance en elle. C'est une enquête très difficile puisque ça a été un crime horrible et je pense qu'il faut du temps pour arriver à une solution ou à trouver le coupable. Le mystère de ce meurtre continue d'obséder la région touristique de Mizenhead. On devrait savoir dans la soirée si Eoin Bailey, au terme de sa garde à vue, est présenté à la justice ou s'il est une nouvelle fois remis en liberté. L'épave du chalutier de Camarel, Toulon 13, disparu avec ses 5 hommes d'équipage en décembre dernier dans une tempête au large du Pays de Galles, a été localisé pour la première fois par plus de 100 mètres de fond, vous le voyez. L'étude des images permettra peut-être de recueillir des informations sur les circonstances exactes du naufrage. Alerte à la pollution du lait par de la dioxine dans la région d'Halluin dans le Nord. La production de 2 établissements agricoles a été interdite à la vente. Les 2 fermes sont situées près de 3 usines d'incinération d'ordures ménagères qui seront fermées très prochainement. Anne Mourgue, Dominique Mas. Il n'y a pas de débattu, ni de beurre. Vous êtes en grève ? Non, Caroline n'est pas en grève, mais depuis vendredi, elle n'a plus le droit de vendre ni fromage ni yaourt. Dans le lait de ses vaches, les services vétérinaires ont trouvé des traces de dioxine, un produit toxique, cancérogène. Ici, le taux est 3 fois supérieur aux normes recommandées. On vit de 80% de la production laitière. Si on peut faire de lait à cause de l'usine, on est des chômeurs, c'est clair. La cause de cette interdiction, cette usine d'incinération juste derrière la ferme. On y brûle chaque année des centaines de tonnes d'ordures ménagères. Dans les fumées de la dioxine, elle se répand sur l'herbe broutée par les vaches. Aucun risque pour la population, affirment les autorités, et pourtant la sanction est tombée. L'usine va fermer par précaution, comme 2 autres en banlieue de Lille. Rien ne vaut que la tranquillité de la population, que la santé de la population, et surtout cette tranquillité psychologique que les gens n'aient pas peur finalement de toxiques qui seraient ici ou là. Je crois que ça c'est très important. Très important pour un problème très ancien. À Ouescal, l'usine est construite en plein centre-ville. L'an passé, ce rapport commandé par le ministère de l'Environnement est sans appel. Les rejets d'acide chlorhydrique sont 6 fois trop élevés. Depuis 10 ans, le maire se battait pour la fermeture. Ça fait des mois que nous disons qu'il était grand temps de fermer cette usine par rapport, disons, à sa réalité. Aujourd'hui, c'est une victoire. Les déchets vont maintenant être détruits dans une usine du département voisin. Coût de l'opération, 100 millions de francs par an. Le Club Med, fleuron du tourisme français pendant de très nombreuses années, est aujourd'hui en difficulté financière. Il annonce cette année une perte de plus d'1 milliard de francs. Mais son nouveau PDG, Philippe Bourguignon, ancien d'Euro Disney, espère le remettre rapidement sur les rails. Il faut dire que le concept du Club Méditerranée a quelque peu vieilli et sa clientèle, qui correspondait aux années d'expansion économique et de liberté sexuelle, a vieilli également et n'a pas été remplacée. Reportage Valérie Fourniou, Alain Doubeski.
L'idée de Gilbert Trigano est simple et géniale. Vendre ses propres tentes et des séjours de vacances, il vient d'inventer le Club Med. Dans l'après-guerre, c'est un succès. On ne compte pas pour acheter et vendre du rêve. On n'avait pas de rigueur financière. On mettait, dans certains villages, on mettait l'argent dans un coffre avec un cadenas. Je veux dire et on faisait des comptes sur des bouts de papier. L'argent est même proscrit. Le gentil membre paie avec les perles de son collier. De bien vouloir m'appeler par mon prénom. Et le tutoiement est de rigueur pour casser les clivages sociaux. Paréo obligatoire, porte sans clé et ambiance bon enfant. Dans les années 70, époque de liberté sexuelle, c'est même devenu un phénomène de société. T'entends parler du type qui fait des cendriers en rotin? C'est fait signe. Oui, oui. La parodie des Bronzés en 82 fera chuter les ventes. Mais si le public s'éloigne du club, les Géos restent fidèles au patriarche, Trigano. C'est plus qu'un patron, bien sûr. On le vénère. L'esprit de famille et les méthodes de gestion artisanale auront du mal à passer le cap des années 90, années noires. La menace du sida plane sur les amours de vacances. En 91, c'est la guerre du Golfe et en 92, un avion affrété par le club s'écrase au Sénégal, bilan 30 morts. Et puis, il y a la crise et la concurrence. Le club est copié, le club devient cher. En 93, Gilbert Trigano passe le relais à son fils. Mais les finances vont toujours mal. Les actionnaires se rebiffent et Serge doit quitter la direction en 97. C'est pas notre conception à nous du management, de l'entreprise et de ce qu'on avait envie d'y faire. Le club a perdu sa famille Trigano et gagné une équipe d'experts de la gestion avec à sa tête Philippe Bourguignon. C'est un produit qui a su bien évoluer avec son temps, dont l'image est restée figée un petit peu dans le passé, que l'on va donc faire évoluer, et qui a un potentiel extraordinaire, si tant est qu'il soit poussé par une politique de prix un peu plus agressive, que nous avons d'ailleurs mise en place. Un objectif ambitieux, au moment où le club annonce le plus mauvais résultat de son histoire. Et demain, dans les 4 vérités, à 7h50, Françoise Laborde recevra justement M. Philippe Bourguignon, le président du directoire du club Méditerranée. Il y a quelques années encore, on appelait ça le salon des arts ménagers. Aujourd'hui, il faut dire Confortech, un salon qui n'accueille désormais que les professionnels et notre équipe qui vous montre maintenant ses découvertes et les nouvelles tendances de l'électroménager. Des appareils ultra sophistiqués mais très simples à l'emploi et beaucoup de couleurs pour remplacer le blanc, notamment pour les cuisinières et les fours. Reportage Elisabeth Esley, Jean-Louis Bousser. Décidément, on ne peut plus s'en passer. Voici les cartes magnétiques à la cuisine, dans les fours à micro-ondes. Elles ont des recettes en mémoire dont elles programment automatiquement le temps de cuisson. Ici, même type de performance, mais le four est traditionnel et fonctionne par touche. 50 recettes en mémoire. Et une fois cuits, les plats sont maintenus au chaud. Autre nouveauté, pratique pour portions individuelles, le micro-ondes à 2 étages. Intelligent aussi, le premier lave-vaisselle au long cours. Plus besoin de mettre du produit avant chaque lavage. Une fois par mois suffit et c'est la machine toute seule qui injectera la dose nécessaire suivant les programmes. C'est la grande sophistication des appareils à l'intérieur qui les rend simples à utiliser. Mais il y a des limites. Le consommateur doit s'adapter aussi peu à peu à la simplicité. Et c'est pour ça que l'on trouve encore sur beaucoup de produits des programmes que le consommateur peut manœuvrer lui-même à côté de programmes tout automatiques. Il ne faut pas effrayer le consommateur qui va avoir besoin de s'adapter à cette évolution technologique très rapide. Beaucoup de couleurs aussi dans les cuisines et des formes arrondies, style années 50. Et quand le look est plus actuel, les portes deviennent transparentes, plus besoin de les ouvrir pour vérifier l'état des provisions. L'aspirateur malin, lui, est équipé d'une brosse triangulaire pour ne rien laisser dans les coins. Le pèse-personne raffiné est en verre moulé. Et les petits appareils quotidiens se mettent à joindre l'agréable à l'utile. À la veille de l'inauguration du Stade de France à Saint-Denis et en prévision de la Coupe du Monde de football, le RAID, unité spécialisée de la police, répète un certain nombre de scénarios catastrophes en cas d'accident, d'attentat ou de prise d'otage. Reportage Agnès Varamian, Christian Audin. Bon, tout le monde est prêt là? Bon, top! C'est une agression contre l'équipe de France à l'arrivée au vestiaire. Scénario le moins probable peut-être, le pire pour le RAID.
Évacuer les joueurs, maîtriser les hommes en armes, la réaction ne peut excéder quelques secondes. Notre but, c'est de sauver la vie des sportifs avant tout. Il faut des gens motivés, qui n'hésitent pas, qui savent exactement ce qu'ils doivent faire dans ce genre de conditions, et qui ne soient pas en train de se poser des questions, je sors ou je sors pas de la voiture. Leur mission pendant la Coupe du Monde ne sera pas le maintien de l'ordre, mais la protection des personnalités. Attentats, prise d'otages, au Grand Stade, le RAID a étudié toutes les possibilités d'évacuation rapide. Il y a les tunnels et l'hélicoptère, bien sûr, la pièce maîtresse. On va essayer, vu la pelouse, de ne pas poser l'hélicoptère dessus, mais avec les patins, vous voyez qu'on arrive à se tenir presque à la limite du sol. Donc à n'importe quel endroit du stade, on va pouvoir arriver en hélicoptère. Au RAID, l'actualité sociale inspire les exercices. Mais c'est l'acte isolé sur le passage d'une personnalité que l'on craint avant tout. Depuis 8 mois, ces hommes protègent déjà l'équipe de France et auront en charge 16 autres délégations dont la liste n'est pas arrêtée. C'est l'UCLAT, l'unité centrale de lutte antiterroriste, qui évalue la menace et donc qui nous dit quelles sont les équipes à protéger plus particulièrement. Et c'est fluctuant et ça peut évoluer d'ici la Coupe du Monde. Dernier repérage au-dessus du Grand Stade. Aujourd'hui, les hommes du RAID sont encore en noir. Demain, sur le terrain, ils porteront un plus discret costume-cravate. La Coupe du Monde de football est également une énorme entreprise qui va générer des profits considérables en matière d'image de marque et de résultats financiers. Comprenez donc que dans ces circonstances, eh bien, rien n'est improvisé, tout est fortement réglementé. C'est le thème de notre enquête de ce soir. Christophe Duchiron, Frédéric Bazzi. La Coupe du Monde de football et son célèbre trophée en or massif. Les joueurs, des spectateurs par centaines de milliers et 37 milliards de téléspectateurs cumulés. L'événement de sport le plus médiatisé, le plus exposé du siècle, la Coupe du Monde de football, le jeu et les enjeux. Aujourd'hui même, au centre d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine, une célèbre boisson gazeuse organise une opération de promotion auprès de jeunes footballeurs. Les meilleurs d'entre eux seront porte-drapeau ou ramasseurs de balles lors du prochain mondial. Coca, la pub et la Coupe du Monde de foot, ça fait 20 ans que ça dure. Pour l'édition 98, Coca appartient aux 12 très gros sponsors de l'épreuve. Ticket d'entrée pour ces multinationales, entre 100 et 200 millions de francs pour faire la promotion de sa marque à l'échelle internationale. Coca a payé pour profiter de l'événement et surtout, Coca a pensé à ses consommateurs. Ce que nous voulons, c'est partager leur passion, c'est partager leur joie, c'est de s'associer à tout ce qui va avec le football, parfois avec la défaite, mais nous espérons cette année avec beaucoup de victoires. Pénétrons maintenant dans une autre dimension. Voilà le Cri Cup gadget sonore pour supporters. Étienne Dulin de Villedieu-les-Poêles en Normandie, chef d'entreprise. Son objectif, vendre le Cri Cup avec logo et mascotte France 98. Seulement depuis 6 mois, il attend le feu vert de Sony, le géant japonais, la société qui accorde les droits d'utilisation de la marque Coupe du Monde. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'on ne m'ait pas donné ce référencement parce que devant un produit sympa, dans la mesure où on est prêt à payer des royalties, dans la mesure où il y a des ventes, on honore en général nos contrats. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, parce que je n'ai pas de raison. On m'a dit vous ne l'aurez pas, mais je n'ai pas de raison précise. J'attends. Et M. Dulin n'a sans doute pas fini d'attendre, car Sony estime qu'il a un réseau de distribution insuffisant. Pas assez de points de vente, pas assez de profit, donc pas d'autorisation. Le rêve de M. Dulin, faire entrer le Cri Cup dans la boutique France 98 sur les Champs-Élysées. Avec un produit référencé comme cela, il aurait le droit d'utiliser la mascotte ou l'emblème Coupe du Monde. Aujourd'hui, il se dit prêt à écouler 500 000 à 1 million de pièces. Sans licence officielle, il en vendra sans doute 10 fois moins. Il est évident que si vous avez le choix entre un t-shirt blanc et un t-shirt qui porte la mascotte de la Coupe du Monde, vous avez plus de chances de le vendre s'il y a la mascotte de la Coupe du Monde. Si le monde du sport est impitoyable, le monde des affaires c'est pareil. Cette semaine, les joueurs de l'équipe de France ont touché leur nouveau pactage pour la Coupe du Monde. Un contrat en or pour une célèbre marque aux 3 bandes. À l'entraînement des Bleus ces jours-ci, un homme veille, Gilles Bock. Maillot, chaussures, ballons, chaussettes, survêtes, l'air de rien, l'homme à la moustache s'assure que le logo s'affiche partout. Je n'ai pas du tout la vocation d'être un garde-chiourme. D'ailleurs, je ne pense pas qu'auprès des joueurs, j'ai ce rôle-là à jouer, car ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils ont à faire. La Coupe du Monde de football sur le terrain du jeu, ce sera disputé. Sur le terrain des affaires et des sponsors, c'est un peu la même chose. Dans un premier temps, il faut se qualifier. Ensuite, il y a la compétition. Et là, à coup de millions, il faut gagner. À ce moment-là, alors, la Coupe du Monde peut devenir une affaire en or.
Et voici la composition de l'équipe de France qui jouera demain soir contre l'Espagne. Parmi les 11 titulaires, une seule véritable surprise, Diomède l'Auxerrois, sélectionné pour la première fois et qui fait partie de l'équipe type. À cette occasion, publication également par l'agence France-Presse du guide du Mondial 98 avec photos et renseignements sur toutes les équipes participant à la compétition. Le tennis maintenant, internationaux d'Australie, disparition de la Française Sandrine Testu, battue par l'Espagnole Conchita Martinez. Surprise également l'élimination de l'Américain Pete Sampras, numéro 1 mondial, battu en 4-7 par le Slovaque Kuchera, 20e mondial seulement. À noter également que la nuit prochaine, à 2 h du matin, vous pourrez suivre sur France 2 le quart de finale féminin, Mary Pierce contre Martina Hingis. Cinéma sorti parmi les sorties de cette semaine en France, un film américain tiré d'une pièce à succès qui s'est longtemps jouée à New York. Amour, valeur et compassion, l'histoire douce amère qui nous amène à partager le temps d'un week-end la vie de 4 couples. Point particulier, ils sont homosexuels. On rit beaucoup, mais l'émotion pointe au coin de chaque scène. Aubry Edler, Christian Autin. Fièrement, l'air espiègle tout de même, l'acteur Randy Baker représente les valeurs d'une certaine Amérique, moins proche du Middle West que de New York, où la pièce dont s'inspire le film a fait partie des classiques pendant plusieurs années. De prime abord, tout semble plutôt ordinaire. 4 couples, profession libérale ou artistes, l'élite branchée en quelque sorte, se retrouvent le temps d'un week-end à la campagne. Mais dans cette histoire-là, les 8 copains sont tous homosexuels. Ce n'est pas un film sur les homosexuels, mais sur les relations humaines. Comment les gens font face à la mort, comment ils profitent des bons moments de la vie, ou au contraire comment ils se replient sur eux-mêmes. C'est tout simplement un film sur les gens. Comme parfois dans la vie, les 4 couples se défont, se recomposant au hasard des rencontres. Et s'il reste toujours 8 à aimer la campagne, le jeu des séductions et des rancunes semble plus palpable qu'ailleurs. Buzz arrived alone again. We were hoping he'd bring someone. He seems to be doing better on his new medicine. Comme au quotidien, la maladie est aussi présente. Ici, c'est le sida qui joue le rôle de la mort. Mais ce film offre un joli moment, empli d'amitié et de tendresse. Le festival du cirque de Monaco se termine ce soir par un hommage à Annie Fratellini, récemment disparue, fondatrice de la première école du cirque en France et dans toute l'Europe occidentale d'ailleurs. C'est à son compagnon, Pierre Etex, que cet hommage a été confié. Reportage Gérard Dalmas. Annie Fratellini, que voici avec sa fille Valérie, le disait comme Chaplin. Dans le cirque, on reste toujours un amateur. La vie n'est pas assez longue pour devenir un artiste. Annie pensait au vrai cirque, tradition pure et dure, celle enseignée à l'École nationale du cirque, véritable formation qui ne reçoit que des oboles de subventions. Le charivari, mélange de disciplines, surtout acrobatie et danse, les bases qui ouvrent sur les autres disciplines. Le cirque, histoire d'amour entre le rêve et l'exigence. Le cirque, ça doit être d'abord une technique. Tous les jeunes qui passent à l'école du cirque doivent apprendre un métier, comme des artisans, et le faire au plus haut niveau. C'est-à-dire que s'ils n'en sont pas capables, il vaut mieux qu'ils arrêtent. C'est ce qu'ils font, c'est ce que j'essaie de leur transmettre. Je ne leur en voudrais pas s'ils s'arrêtent. Il vaut mieux continuer à faire bien ce métier ou ne pas le faire du tout. 300 élèves du monde entier, ainsi d'ailleurs que les professeurs, tous attirés par le label Fratellini. La jeune Lee répète inlassablement sa voltige cavalière sous l'œil d'un connaisseur, Pierre Etex. Annie et Pierre ont fondé l'école en 1974, la première école occidentale. Pour le couple, c'était à la fois un devoir et un plaisir. Et cet amour qu'on a eu de faire ce métier-là, d'amuseur public, on a aimé le transmettre aux autres et on a aimé que d'autres y viennent aussi. L'un des clous de la formation, le trapèze dit en grand ballon. Jean-Christophe, enfant spirituel d'Annie, revient d'un contrat de 3 ans sous le chapiteau américain Barnum. L'ancien élève a encore des images suspendues dans son souvenir. Elle était un peu notre mère du cirque, quoi. Donc elle nous a forcément appris, elle nous a donné son éducation à elle.
Premier hommage à Annie Fratellini, ce petit bout de femme talentueuse et courageuse qui a quitté la piste aux étoiles. C'était, disait-elle, son rond de paradis. C'est donc ce soir à Paris. Le rappel des principaux titres de l'actualité de ce mardi. D'abord, perquisition, 3 perquisitions dans les domiciles au bureau de Roland Dumas, président du Conseil constitutionnel, dans le cadre d'une affaire de pot de vin à l'occasion d'un important marché militaire signé en 91. Le débat sur les 35 heures est ouvert à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les positions sont très éloignées entre majorité, gouvernement et opposition. Plusieurs défilés ont eu lieu aujourd'hui. Et puis Hillary Clinton, la première dame des États-Unis, vient au secours du président, son mari. Elle dénonce un complot politique. Voilà dans un instant la météo, Sophie Davant, 20h55, le grand film de ce soir, le retour du Grand Blond avec Pierre Richard et Mireille Darc. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Nous nous retrouvons demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée, donc bonsoir, à demain.